Alors, tel que je le disais dernièrement, en conclusion de tout ce que nous avons vu sur OSPF, la raison pour laquelle vous avez eu comme l'impression que je me suis répété sur certains concepts, nous avons passé beaucoup de temps sur les protocoles de la deuxième couche et sur le routage. La raison est très simple. Les couches de base au CCNA, mais en même temps dans la réalité du réseau, c'est la connectivité IP. J'aime un auteur qui parle d'un concept. Il parle de l'ordre des opérations. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qu'il dit est très simple. Il dit que dans un lab, parce que l'objectif de comprendre les concepts, c'est de pouvoir résoudre les problèmes. Dans un lab ou dans un réseau réel, les end users, donc les PC, téléphones, serveurs, ok, doivent passer par le bridging, donc le switching, ok, pour communiquer avec les autres end users, avec les autres hôtes qui sont dans le même LAN. Ils doivent passer par le routeur pour communiquer avec ceux qui sont dans des sous-réseaux différents. Ok, ici nous avons, mettons un switch, puis encore les utilisateurs. Donc, pour permettre la connectivité, la communication entre, excusez, pour permettre la communication entre cet utilisateur avec cet utilisateur, ou encore avec ces deux utilisateurs avec d'autres utilisateurs qui sont dans des sous-réseaux différents, il faut comprendre les bases. Et l'ordre des opérations, c'est simple. Le physique, ok, la première couche. Après, nous passons à la deuxième couche, le layer 2. Okay, ici, c'est layer 1. Et puis, nous passons à la troisième couche. Ces trois couches sont très... en fait, le CCNA se base sur ces trois couches. Ok, vous devez comprendre les concepts du câblage, speed et tout ça. Après, on parle beaucoup du switch, comment est-ce que le switch fonctionne, et puis on parle du routeur, comment le routeur fonctionne. Ça, ce sont les éléments de base. L'ordre des opérations, c'est que le physique doit bien fonctionner. Une fois que le physique fonctionne bien, la deuxième couche doit bien fonctionner pour prendre connaissance des MAC. Ensuite, c'est la troisième couche qui doit bien fonctionner pour faire le routage. Donc, une fois que tout ceci fonctionne correctement, une fois que ces trois couches fonctionnent correctement, les utilisateurs peuvent accéder au réseau. Si quelque chose est cassé dans l'une de ces couches, votre réseau ne va pas fonctionner. D'où l'importance de bien comprendre ces trois éléments, ces trois couches. Et aussi, voilà pourquoi nous avons beaucoup insisté. Surtout le routage, il est très important de comprendre les concepts du routage. Alors, une fois que vous avez cet auteur, ce présentateur que j'aime,
il dit lorsque vous avez un exercice, ayez en tête la logique du fonctionnement du réseau. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, le réseau fonctionne avec TCP/IP, ok, mais du point de vue du troubleshooting, donc du dépannage, on utilise souvent le modèle OSI. Parce que le modèle OSI décrit un peu de façon détaillée les 7 couches. Donc, comprendre les 3 premières couches, c'est fondamental. La 4e couche, c'est là, nous allons revenir sur ça. Nous allons encore parler du transport, des ports et autres. Et puis après, un peu de quelques protocoles de la 7e couche. Mais sinon, c'est la base. Donc, l'adresse IP version 6, c'est simplement une extension de certains concepts de l'adresse IP version 4. La première question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'avoir l'adresse IP version 6? Donc, l'adresse IP version 6 définit les mêmes fonctions générales qu'IPv4, mais avec des méthodes de mise en œuvre différentes. Par exemple, IPv4 et IPv6 définissent l'adressage, les concepts de sous-réseautage, donc le subnetting, des grands groupes d'adresses en groupes plus petits. Les entêtes utilisées pour créer un IPv4 ou IPv6 paquets et les règles de routage de ces paquets. En même temps, IPv6 gère les détails différemment. Par exemple, en utilisant une adresse IP version 6 ayant 128 bits plutôt que 32 bits pour l'adresse IP version 4. La première chose, le premier élément, et je pense que Cisco pose toujours cette question, c'est de comprendre la différence, en fait, comprendre le nombre de bits, pas vraiment, parce que IPv6 a 128 bits, ok, et IPv4 a 32 bits. Ça, c'est la première chose à noter. C'est des questions qui sont très simples. Il n'y a pas question de perdre des points sur de telles questions. Maintenant, on peut se poser la question de savoir si l'adresse IP version 6 remplace l'adresse IP version 4. Il n'y a pas une réponse simple à cette question. La raison la plus claire et la plus évidente pour migrer les réseaux TCP/IP à IPv6 est la croissance. IPv4 utilise une adresse de 32 bits qui totalise quelques milliards d'adresses. Fait intéressant, ce nombre apparemment élevé d'adresses est trop petit. IPv6 augmente l'adresse à 128 bits de longueur. Pour la perspective, IPv6 fournit ce sont des milliards d'adresses comparé à l'adresse IP version 4. Dans le fait qu'IPv6 utilise un champ d'adresse de taille différente, avec des règles d'adressage différentes, signifie que de nombreux autres protocoles et fonctions changent également. Donc ce qu'on veut dire ici, c'est que en créant l'adresse IP version 6, il a été important de revisiter d'autres protocoles. Ok, par exemple les protocoles de routage, OSPF par exemple, RIP ou encore EIGRP, BGP, tous ces protocoles, il fallait maintenant ajouter d'autres éléments pour que ces protocoles fonctionnent avec l'IPv6. La croissance de l'internet, pour comprendre un peu comment est-ce que nous sommes arrivés à l'adresse IP version 6, il faut se mettre dans le contexte du progrès de l'internet. L'incroyable croissance de l'internet sur une assez longue période a créé un gros problème pour les adresses IP version 4 publiques, donc les IPv public, les adresses IP version 4 publiques. Ça aussi c'est très important parce qu'il faut comprendre que nous avons les adresses, les IPv4 publiques. Ça veut dire que ce sont des adresses qui peuvent
fonctionner au niveau de l'Internet. Internet, c'est simplement la connexion de plusieurs réseaux. Et nous avons les private IPv4. Et ces adresses sont principalement utilisées en interne dans des réseaux privés, dans les LAN. On peut le dire, mais pas forcément. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une adresse privée dans le LAN. Vous pouvez utiliser des adresses IP publiques, mais vous comprendrez que ça n'a aucun sens d'utiliser des adresses IP publiques dans votre réseau interne. Donc, l'incroyable croissance de l'Internet sur une assez longue période a créé un gros problème pour les adresses IP version 4 publique. Le monde manquait d'adresses. Par exemple, en 2011, Liana a alloué les derniers blocs d'adresses bar 8 de la même taille qu'un réseau de classe A, en allouant un dernier bloc à chacun des 5 registres Internet régionaux. Donc les RIR, les registres régionaux, nous en avons 5 au niveau mondial. Je retiens plus celui de l'Amérique du Nord. C'est excusez, je retiens ça. Ok, ARIN. Je dirais même que je retiens plus celui de l'Afrique, AFRICNIC. Et nous avons aussi APNIC pour l'Asie-Pacifique. Donc je dois un peu me corriger. Donc nous avons par exemple AFRICNIC pour l'Afrique, APNIC pour l'Asie, et nous avons ARIN pour l'Amérique du Nord. Ça, ce sont des registres. À ce stade, les registres ne pouvaient plus recevoir de nouvelles attributions d'adresses publiques de Liana pour ensuite se retourner et attribuer des blocs d'adresses plus petits aux entreprises et aux fournisseurs. À ce moment-là, en 2011, chacun des 5 registres avait encore des adresses publiques à allouer ou à attribuer. Cependant, cette même année, l'APNIC, l'Asie-Pacifique, est devenu le premier registre à épuiser ses ressources disponibles en termes d'adresse IP. Donc, c'est le premier registre qui n'avait plus d'adresse IP version 4 à attribuer. En fin 2015, l'Amérique du Nord, donc l'ARIN, a annoncé avoir épuisé son approvisionnement. En 2019, tous les registres, sauf l'Afrique, avaient épuisé leurs adresses IP version 4. Il était prévu que l'Afrique épuise ses adresses en 2019. Donc là, c'est un peu du point de vue historique. Ça nous donne un peu un schéma qui nous montre le cheminement de ce progrès, de cette croissance. Donc, APRANET Begins a commencé en 1970. Après, il y avait les recherches universitaires qui ont commencé à utiliser les adresses. Au début des années, au cours des années 90, le commerce a commencé, le commerce en ligne. Le commerce en ligne a commencé. Et je pense que nous avons commencé à nous intéresser à Yahoo, tous ces sites. Je pense que c'était autour des années 99-2000, autour de là. Et Pervasive Fixed Internet. Et puis après, nous avons le Mobile Internet. L'Internet mobile a vraiment contribué parce que imaginez que le monde a 6 milliards d'habitants. Je pense qu'à l'époque, c'était autour de là. Et donc, la connectivité, c'est vrai, ce ne sont pas tous les coins du monde qui utilisaient directement l'Internet mobile, mais
ça avait déjà commencé, ça avait impacté de façon large la disponibilité des adresses IP version 4. Après, nous avons les solutions intermédiaires. Donc, lorsque nous sommes confrontés à un problème, on cherche des solutions effectivement. Donc, il y a deux types de solutions au problème de l'épuisement des adresses IP version 4. Deux types de solutions. Nous avons les solutions à long terme et la solution à long terme qui est l'adresse IP version 6. Mais nous avons les solutions à court terme. Donc, l'IETF a proposé plusieurs solutions à court terme pour prolonger la durée de vie des adresses IP version 4. Voilà pourquoi aujourd'hui on continue à utiliser ça, parce que il y a eu des solutions intermédiaires et une solution à long terme, l'IPv6. Quelles sont ces solutions intermédiaires? Cependant, plusieurs autres outils comme Network Address Translation, donc ça, nous avons NAT, qui consiste à traduire simplement une adresse IP privée en adresse IP publique. C'est l'une des solutions intermédiaires. Nous avons le routage interdomaine sans classe, ce qu'on appelle le classless interdomain routing. C'est simplement que, au lieu de se figer à des blocs bien définis, parce qu'avec le classful, ok, il fallait attribuer par exemple le bar 24 à une société, ok, et ce n'était pas pratique parce que la société n'a peut-être pas besoin de ces 254 adresses utilisables, ok. Donc ils ont à l'époque créé la possibilité de faire le routage classless, c'est-à-dire sans prendre compte des classful, parce que les classful c'est simplement, souvenez-vous, nous avons la classe A, B et C. La classe A with adresse, bloc bar 8 plutôt. La classe B c'est bar 16 par défaut et la classe C bar 24. Et donc par défaut il fallait attribuer un bloc, ok, de façon classful. Pour éviter cela, on a dit ok, au lieu de se figer sur les blocs de ces classes, ok, classe A, B ou C, on peut subdiviser, ok, on peut dire ok, au lieu que si vous n'avez besoin que de with adresse, ok, de with adresse, on peut vous créer un masque pour with adresse. Je pense que ce sera 248. Ok, pour que je sois précis, parce que là ce n'est pas vraiment 248. Si je vais à l'inverse, bar 25, nous avons 128 adresses IP utilisables. Donc on va partir un peu progressivement. Bar 24, 254 adresses IP utilisables. Bar 25, 126 adresses IP utilisables. Bar 26, vous avez 62 adresses IP utilisables. Bar 27, vous avez 30 adresses utilisables. Et ici je vais mettre le nombre d'adresses totales, ok. Ici je mets utilisable. Nous saisissons juste cette opportunité pour faire la révision de ces concepts. Et total. Total ici pour le bar 24 c'est 256. Pour le bar 25 c'est 128. Je sais pas pourquoi j'ai tendance à oublier le 2. 128, 64, 32. Et pour le bar
barre 28, ça nous donne 16 adresses IP utilisables. Donc 14 adresses IP utilisables, 16 au total. Barre 29 nous donne 6 adresses IP utilisables, 8 adresses au total. Barre 30 nous donne 2 adresses IP utilisables, 4 adresses au total. Et ici vous remarquez que ce qui est en train de se faire, c'est simplement, et le bar 31, ok, excusez, nous donne une adresse IP utilisable, 2 adresses au total. Le bar 32, ça veut dire que cela nous donne simplement que c'est un, je pense qu'on va mettre un 1 ici là, ok, il n'y a qu'une adresse IP. Ici la base, pour juste pour se souvenir, c'est la base du tableau où nous avons les valeurs des bits 128 64, c'est ce qui se répète même ici là, 128 64 32 16 8 4 2 1. Donc la possibilité, le classless interdomain routing, si IDR, c'est simplement faire de telle sorte qu'on puisse attribuer, au lieu de n'attribuer que le bloc de 24, on attribue maintenant par rapport aux besoins. Ok, il y a des entreprises qui disent nous on a besoin de 30 adresses, ou bien on a besoin de 26 adresses. Si vous avez besoin de 26 adresses, on vous attribue un bloc de 27. Ok, parce que c'est ce que qui est possible par rapport à votre besoin. Il y a des entreprises qui n'ont besoin que de 6 adresses, on vous donne le bloc de 29. Donc, c'est cette logique qui a été appliquée. Maintenant, IPv6 crée une solution plus permanente et durable remplaçant IPv4 par une nouvelle en-tête IPv6 et de nouvelles adresses IPv6. La taille de l'adresse prend en charge un plus grand nombre d'adresses, résout le problème de la pénurie d'adresses pour des générations. Nous l'espérons, on ne sait jamais. Parce qu'aujourd'hui aussi avec l'IoT, ok, si on revient ici sur ce tableau, il faut compléter que autour des années ok, s'il faut compléter ce tableau, on va dire qu'autour des années 2020, on dirait pas 20, les IoT ont commencé un peu plus tard, on dirait autour des années 2015, il y a l'explosion des objets de l'internet. Ok, à l'époque on avait généralement que les PC ou encore les téléphones mobiles, mais aujourd'hui une maison, heureusement que c'est à l'intérieur de votre réseau privé, mais sinon on a les imprimantes qui sont connectées, on a les portes, ils disent même que les valises, tout ça, donc les voitures sont maintenant connectées. Donc toute c'est vraiment une explosion de l'utilisation des adresses IP. Donc voilà pourquoi l'adresse IP version 6 est vraiment va aider dans ce sens. Je vais effacer ici pour éviter. Donc, comme on a dit, nous l'espérons. Nous l'espérons. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes passés de IPv4 à IPv6? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de IPv5 par exemple? Parce qu'il y avait un protocole, ok, il y avait un effort antérieur pour créer une nouvelle version d'IP. Il a été numéro version 6, mais il n'a pas atteint les standards pour qu'il soit validé. Voilà pourquoi on avait fourni des efforts pour créer l'adresse IP version 6. Maintenant ici nous avons les solutions intermédiaires. Nous avons ici en RFC 791 en 1980. Et puis nous avons les short term, ok, les solutions intermédiaires NAT et CIDR autour des années 90, ok. Et puis ok, les inquiétudes d'épuisement ont commencé plutôt en 1990
Et puis, les solutions intermédiaires ont été implémentées au début des années 2000. Après, ici, nous avons les étapes d'épuisement. Donc ça, c'est un peu pour l'historique. Il est très important de comprendre cet historique parce qu'il y a des questions qui viennent autour de là. Maintenant, les protocoles d'IP version 6, tels que nous l'avons dit, l'objectif principal du protocole de base IPv6 reflète le même objectif que le protocole IPv4. Ce protocole IPv6 de base tel que défini dans le RFC 24/60 définit un concept de paquet, des adresses pour ces paquets et le rôle des hôtes et des routeurs. Ces règles permettent aux appareils de transférer les paquets provenant des hôtes via plusieurs routeurs afin qu'ils arrivent au bon hôte de destination. Ça, c'est la logique principale d'un protocole de routage. D'un protocole tel que IPv4 ou IPv6. Donc, faire de telle sorte que les paquets partent d'un hôte de source vers un hôte de destination. Ici encore, je pense qu'il est important de se souvenir de la distinction entre ce que nous appelons les routing packets, routing protocol, excusez, ok, et des routed protocol. Dans la catégorie des routing protocoles, nous avons OSPF, RIP, et dans la catégorie des routed protocoles, nous avons IPv4 et IPv6. Les routing protocoles définissent des messages, des mécanismes, des métriques qui permettent aux routeurs de découvrir et d'annoncer les subnets. Les routed protocoles définissent la structure des paquets. Voilà pourquoi le IPv4 a une en-tête qui définit la structure des paquets IPv4. Voilà pourquoi il y a aussi une en-tête IPv6 que nous allons voir à bientôt. Cependant, étant donné qu'IPv6 a un impact sur de nombreuses autres fonctions dans un réseau TCP/IP, d'autres RFC doivent définir les détails. Donc, on a créé l'IPv6, mais il faut maintenant avoir d'autres documents qui vont définir comment est-ce que IPv6 impacte les autres protocoles tels que OSPF, tels que RIP, BGP, d'autres protocoles. Donc ici on va nous donner un exemple du fait que nous avions OSPF version 2 qui porte principalement sur la version 4 de l'IPv, qui porte principalement sur l'IPv4, et puis il a été nécessaire de créer IPv3, ok, pour l'IPv6. Et remarque, ok, ici c'est très important, je venais même de le découvrir, OSPF version 3 a ensuite été mis à niveau, à jour, pour prendre en charge la publication à la fois des routes IPv4 et IPv6. Donc ça c'est très important à noter. Aujourd'hui, lorsqu'on dit OSPv3, c'est ce protocole a la capacité d'annoncer les routes IPv4 et IPv6. Ensuite, nous avons ICMP. Souvenez-vous de ICMP, Internet Control Message Protocol. Lorsque nous faisons le ping, nous utilisons ICMP. Donc, nous avons aujourd'hui ICMP version 6 pour le IPv6. Ensuite, ici c'est très important à noter. Il n'y a pas de ARP v6, ok?
Lorsque vous êtes à l'examen et que vous oubliez, n'allez pas dire qu'il y a un ARP V6 juste pour dire que ok, on ajoute seulement V6 pour que ça soit V6. Non, il n'y a pas de ARP dans le contexte de IPv6 parce que IPv6 a créé son propre protocole appelé Neighbor Discovery Protocol. Pour IPv4, le protocole de résolution d'adresse ARP découvre l'adresse MAC utilisée par les voisins. IPv6 remplace ARP par un protocole de découverte de voisins appelé NDP, plus général. Donc, IPv6 ne fonctionne pas avec ARP. Okay? Ça fonctionne avec le protocole NDP, Neighbor Discovery Protocol. L'entête IPv6. Comme IPv4, IPv6 définit un en-tête avec des emplacements pour contenir à la fois le field de l'adresse source et l'adresse de destination. Par rapport à IPv4, l'entête IPv6 apporte d'autres modifications que simplement agrandir le champ d'adresse. Cependant, même si l'entête IPv6 est plus grand qu'en IPv4 et de l'entête IPv6 est en fait plus simple volontairement pour réduire le travail effectué à chaque fois qu'un routeur doit acheminer un paquet IPv6. Donc ça c'est le format du paquet de l'entête IPv6, donc de IPv6 header. Ils ont dit que c'est simplifié. Remarquez que nous avons la version class, flow label, payload length, next header, hope limit, et nous avons deux grands champs ici là. Source address 16 bytes, destination address 16 bytes. Le total ici nous donne 40 bytes. Pour juste comparer avec l'adresse IP version 6, l'adresse IP version 6 a plus de champs, ok. Ça ne fait que 20 bytes, ok. Mais il y a plus de champs par rapport à l'entête de l'adresse IP version 6. Donc, ça c'est pour l'entête. Routage. Le routage se fait principalement de la même façon, ok. C'est la même logique. Pour créer et envoyer des paquets IPv6 sur une interface, les appareils des utilisateurs finaux ont besoin d'une adresse IP version 6 sur cette interface. Donc, la logique est simple. Il faut configurer l'adresse IP version 6 dans le PC et que le routeur qui fait face au réseau local puisse avoir aussi une adresse IP version 6. Les hôtes des utilisateurs finaux doivent connaître l'adresse IP version 6 d'un routeur par défaut, la passerelle par défaut, auquel l'hôte source envoie les paquets IPv6 si l'hôte de destination se trouve dans un sous-réseau différent. Les routeurs IPv6 désencapsulent et réencapsulent chaque paquet IPv6 lors du routage du paquet. Les routeurs IPv6 prennent les décisions de routage en comparant l'adresse de destination du paquet IPv6 à la table de routage IPv6 du routeur. L'itinéraire correspondant répertorie les directions où envoyer les paquets IPv6. C'est simple, c'est la même logique que le routage de l'IPv4. Ok, c'est la même logique. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est simplement que nous avons maintenant deux tables de routage. Donc, nous allons illustrer cela ici. Okay, je vais prendre rapidement, nous allons rapidement configurer. C'est aussi une façon de se détendre parce que la théorie parfois peut nous conduire à une certaine fatigue. Donc nous allons configurer, c'est un peu lent. Ok. Ce que je vais faire, je vais mettre ça ici. C'est simple, c'est pour avoir un tableau qui est un peu plus propre et clair. Ok.
Donc, ce que nous allons faire, configure terminal, je vais repartir dans le document pour avoir une idée de ces adresses. Donc je vais utiliser le snipping tool. Je vais encore enlever ça. Emmener ceci ici. Okay. Donc pour notre topologie, nous avons le G1 qui fait face au PC, no shutdown, et puis nous allons mettre IP address. Ok, nous allons d'abord configurer les adresses IP version 6. IPv6, nous allons prendre cette adresse, ok, 24, ok, 23 plutôt, 45, 2. Ok, nous allons prendre tel que c'est fait là. Oh, excusez. IPv6 address. On va prendre ceci. On va mettre 64. Ok. Et nous allons aussi mettre une adresse IP version 4. C'est pour essayer, pour voir que nous aurons deux tables de routage. C'est simple. C'est simplement pour, dans cet objectif. Donc je vais mettre, ici je peux mettre 10, 10, 23. 10, 23, 45, 1. 255, 255, 0. Et ici, au niveau du PC, pour nous ici, c'est ce PC. Donc, dans ce PC, nous allons mettre IP. Je ne sais pas, je n'ai jamais configuré l'adresse IP version 4, version 6, je pense. Peut-être que je l'ai déjà fait, mais je ne sais pas comment est-ce que ça va. Je pense que je dois mettre 64 ici. Ok. Ok. Show IP. Nous allons voir ce que ça va nous donner. Non, il n'a pas pris notre adresse. Help. Je mets point d'interrogation. Je ne vais pas perdre le temps, je vais remplacer ces PC par des switches pour nous simplifier la tâche. Ok, c'est juste pour avoir quelque chose qui peut, où nous pouvons configurer une adresse IP version 6. Alors, je vais prendre ok. Je vais aussi enlever ce PC. Alors, je vais connecter ici. Je vais d'abord duplicate. Ok. 0. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais... Oh, excusez. Je suis 0, 1, 0, 0. Donc dans ce switch, nous allons configurer le Ethernet 00 et c'est, je vais partir interface Ethernet 00. Si je mets no shutdown, je n'ai même pas besoin de no shut puisque c'est un switch, mais si j'essaye IP address 10
23.45.2 par exemple, 255.255.0. Pourquoi est-ce que cette commande est rejetée? C'est une façon aussi de faire une révision sur ça. Pourquoi est-ce que cette commande est rejetée? Qui peut nous dire pourquoi est-ce que cette commande est rejetée? Je fais ce G01. Oh, c'est le G0. Ok, ouais, G00. Pourquoi est-ce que cette commande est rejetée dans ce switch? Cette commande, pourquoi est-ce qu'elle est rejetée? Parce qu'elle est configurée sur l'interface. Ben, les interfaces. Nous devons configurer des adresses IP sur les interfaces. Pardon? Je t'entends à peine. Nous sommes sur le mot des interfaces, non? Oui, bien sûr, nous sommes IF ici là. L'adresse IP est rejetée. Pourquoi? Alors, souvenez-vous que pour les switches, même si ce sont des switches de la 3e couche, par défaut, ces switches viennent avec le switching, ok? Donc, pour faire que des ports puissent agir comme des ports de la 3e couche, vous devez faire no switch port. Lorsque je veux repartir, j'ajoute la commande est acceptée. Ok? No switch port. D'accord. No switch port dit simplement à ce port de ne pas se comporter comme un port de la 2e couche, mais de faire de se comporter comme un port de la 3e couche. Nous allons y configurer 10, 23, 45, 1, c'est ce que j'ai ici, 10, 23. Ok. Nous allons mettre l'adresse IP version 6 au niveau du switch. Je vais simplement modifier ici. Okay. Donc là c'est bon. Ce que nous avons fait est assez pour valider un peu l'idée d'avoir deux tables de routage. Si je fais show IP route, j'ai les routes IPv4, ok, même si ce ne sont que des routes connectées. C'est show IP route ne nous montre que les routes IPv4. Pour voir les routes IPv6, show IPv6 route. Là nous avons maintenant les routes IPv6. Ok, donc ça c'est la chose qui change de façon principale, c'est le fait que nous avons deux tables de routage. Une table de routage pour l'adresse IP version 4 et une autre table de routage pour l'adresse IP version 6. Donc je vais m'épargner de toute cette théorie parce que c'est la même logique que le paquet arrive à l'interface, le routeur vérifie des encapsule, tout ça nous avons déjà vu. Routage de l'adresse IP version 6, je vous recommande de lire. Par contre, nous allons comprendre ici. Nous devons comprendre ce qui est dit ici. Et l'objectif, c'est de comprendre le concept dual stack. Parce que généralement, il y a des questions dans ce sens. Dans la plupart des réseaux d'entreprise, les routeurs acheminent les paquets IPv4 et IPv6 en même temps. Ok? Nous avons configuré les deux protocoles dans le routeur. Et si ce PC, ok, le switch qui représente le PC, si nous venons ici, nous faisons ping 10 23 45 2, qui est l'adresse IP de l'autre côté du routeur. Ok, le ping a une réponse. Si nous faisons ping IPv6, ok, ça aussi c'est un autre élément qui change.
Pour le ping, vous ajoutez simplement IPv6. Ping IPv6, l'adresse IP que nous avons configurée là-bas, c'est le 23.45.2. OK. Nous avons aussi une réponse. Donc, en d'autres termes, IPv6 et ne vous mettez pas dans la tête, ok, comme on a créé IPv6, quand IPv6 fonctionne, IPv4 ne fonctionne plus. Non, les routeurs et les équipements peuvent utiliser ces deux protocoles au même moment. Pour revenir sur le concept de ARP, ok, nous savons qu'avec IPv4 c'est ARP. Donc si nous faisons show IP ARP, nous avons notre ARP table ici là. Je vais refaire le ping show IP ARP, ok. Ok, c'est bizarre, il ne me montre pas l'autre. Ok, je vais essayer de vérifier de ce côté. Show IP ARP. Wonderful. Ping. Attends. Je suis en train de ping sa propre adresse. Okay. Excusez. Ok. Excusez. Show IP interface brief. Du côté du routeur, nous avons mis le 1. Show IP interface brief. Et du côté du switch, nous avons mis le 2. Alors ici, je vais faire le ping. Je vais ping 10.23.45.2. Ok, le ping a une réponse. Si je fais le show IP ARP, ok, c'est ce que je voulais voir, ok, que je puisse avoir l'adresse IP configurée dans le routeur. Tirer veut simplement dire qu'il n'y a pas un temps de vieillissement pour faire une révision. Et ça, c'est l'adresse IP qui est du côté du switch. Le 0, c'est l'âge. Si nous faisons... ok, ça ne change pas, mais du moins, ça, c'est l'âge. Okay, parce que cette entrée dans cette table ARP va vieillir. Maintenant, on peut se dire que vu que pour IPv, la majorité des commandes, on ajoute simplement v6, on va essayer. Si vous faites show IPv6 ARP, ok, v6 ARP, on nous dit non, ça n'existe pas, ok, parce que l'adresse IP version 6 n'utilise pas ARP, ok, il n'y a pas le concept de ARP. ARP n'existe pas avec IPv6. Le protocole similaire à ARP pour IPv6, c'est NDP, Neighbor Discovery Protocol. Si vous faites show, si vous faites plutôt show IPv6 Neighbor, c'est là où vous aurez les voisins. Ok, c'est similaire à ARP ici là. Nous n'avons pas encore fait un ping, mais si nous faisons show IPv6 interface brief, nous avons ici au niveau du G01 cette adresse IP que nous avons configurée. Si je vérifie ici, show IPv6 interface brief, ici là nous avons configuré cette adresse, donc nous allons ping cette adresse à partir du routeur. Ping IPv6, je mets cette adresse, notre ping a une réponse. Si je rappelle show IPv6 neighbors, rien ne change ici, ok, rien ne change, c'est bizarre, ok, but si nous avons une entrée, ok, nous avons une entrée parce qu'on avait déjà ping, je pense, ok. L'interface, ça c'est la commande qui nous montre l'adresse IP qui est configurée sur l'interface, qui se termine par 2, et dans la table ARP nous avons le 1, ok. Remarquez ici, on nous dit reach. Okay. Bref, donc ici c'était simplement pour signaler que il n'y a pas ARP dans version 6, c'est NDP, Neighbor Discovery Protocol. Alors, pour revenir sur le fait que les deux protocoles fonctionnent au même moment,
votre entreprise ne décidera pas d'adopter IPv6, ensuite éteindre IPv4 et activer IPv6 sur chaque appareil. En d'autres termes, vous n'allez pas dire, ok, cette semaine, on va utiliser IPv4. La semaine prochaine, on va éteindre IPv4 pour utiliser IPv6. Non, les deux protocoles fonctionnent au même moment. Et cette stratégie d'avoir deux protocoles qui fonctionnent au même moment, on appelle ça le dual stack. Okay? Parce qu'ils n'ont pas voulu, lorsqu'ils ont créé IPv6, ils n'ont pas dit, ok, immédiatement vous arrêtez. Lorsque vous activez IPv6, vous n'allez plus utiliser IPv4. Ça devait causer des problèmes parce que ce ne sont pas toutes les entreprises qui utilisent IPv6 aujourd'hui. Donc, tout ce que vous avez à faire est de configurer le routeur pour acheminer les paquets IPv6 ensuite de la configuration existante pour le routage IPv4. Donc, si nous revenons ici dans notre exemple, show run interface G00, remarquez que c'est le G01, excusez. Remarquez que nous avons une adresse IP version 4 et nous avons une adresse IP version 6. Donc, c'est l'idée que on peut avoir on peut faire le routage de l'adresse IP version 4 au même moment avec le routage de l'adresse IP version 6. Alors, ça, on a déjà vu ça, on a déjà dit que vu qu'on a créé le IPv6, il fallait adapter, ok, les autres protocoles pour que ces protocoles fonctionnent avec le paquet IPv6. Donc, RIP, on a créé RIP-NG. Ok, RIP-NG, lorsque vous voyez RIP-NG, Next Generation, ok, on voit ça ici, Next Generation, ça fait simplement référence au protocole RIP qui supporte IPv6. The Next Generation is a reference to a TV series Star Trek, The Next Generation. Bref, je sais pas pourquoi ils font des choses comme ça, mais bon, pourquoi ils avaient fait des choses comme ça? De toutes les façons, RIP n'est plus utilisé. Mais il n'est pas impossible de voir une question qui vous dit RIP-NG est utilisé pour quoi? Pour supporter quel protocole? Ok, ce n'est pas parce que RIP n'est plus au programme que Cisco ne s'interdira pas de poser une telle question. C'est possible. Nous avons OSPF v3. The OSPF you have worked with for IPv4 is actually OSPF version 2. Ok, donc lorsque nous étions en train de faire OSPF, souvenez-vous que nous étions en train de dire OSPF v2, OSPF v2, parce que ça c'était pour IPv4. Nous avons un nouveau protocole OSPF qui est v3 pour IPv6. Pour EIGRP, la même chose, nous avons EIGRP v6 qui supporte IPv6. Nous avons MPBGP4. Ok. BGP version 4 was created to be highly extendable. IPv6 support was added to BGP version 4 through one such announcement, MPBGP4. Bref, ça c'est pour les protocoles. Et je pense que c'est la fin. Ok. Il y a une petite théorie ici. De plus, ces protocoles de routage suivent également les mêmes conventions concernant les protocoles de passerelle intérieure plutôt, et les protocoles de passerelle extérieure, IGP et EGP. Souvenez-vous de la distinction entre IGP et EGP que nous avons fait lorsque nous étions en train d'introduire les protocoles de routage. Nous avons dit que le IGP, donc Interior Gateway Protocol, c'est un protocole qui est utilisé à l'intérieur d'un AS, ok? Autonomous System. Ok? Et nous avons les EGP qui interconnectent les AS, ok? Interconnect, connect. Je sais pas si c'est correct, mais je veux juste être rapide. Interconnecte plusieurs AS.
En d'autres termes, si nous avons un ES ici, les IGP fonctionnent à l'intérieur du ES. Et si nous avons un autre ES ici, nous aurons des IGP à l'intérieur. En fait, un IGP. Okay? Nous aurons soit OSPF, soit EIGRP, soit RIP à l'intérieur du ES. Maintenant, si nous voulons interconnecter ces deux autonomous systems, ces deux systèmes autonomes, nous devons mettre un IGP ici. Là. Et l'unique IGP aujourd'hui, c'est quel protocole? C'est BGP. BGP, c'est l'unique IGP. C'est l'unique Exterior Gateway Protocol en utilisation. Comme vous pouvez le voir dans cette introduction, IPv6 utilise bon nombre de mêmes grandes idées qu'IPv4. Tous les deux définissent des entêtes avec une adresse source et destination. Les deux définissent le routage des paquets avec le processus de routage rejetant les anciennes entêtes et remorques de liaison de données lors de la transmission du paquet. Et les routeurs utilisent le même processus général pour prendre une décision de routage en comparant l'adresse IP de destination du paquet à la table de routage. Ce qui change en réalité, c'est simplement que nous avons deux tables de routage et ainsi de suite, quelques variations telles que ARP qui n'existe plus avec IPv6, mais c'est plutôt Neighbor Discovery Protocol. Alors, soyez courageux, défiez l'orthodoxie, défendez ce en quoi vous croyez. Lorsque vous serez dans votre fauteuil à bascule en train de parler à vos petits-enfants dans de nombreuses années ultérieures, assurez-vous d'avoir une bonne histoire à raconter. C'est aujourd'hui que nous devons créer cette histoire, inventer cette histoire lorsque nous aurons 70 ans, assis peut-être quelque part en train de raconter une histoire. Mais pour y arriver, il faut que nous puissions être résistants, que nous puissions défendre ce en quoi nous croyons. Donc ça c'est... j'avais oublié. Ça c'est pour ce qui concerne l'introduction. Alors,